Télévision 4 saisons vous présente Dr Albert. Bonjour. On parle de faim aujourd'hui, mais entendons-nous bien, F-A-I-M. Et on parle des fausses faims, c'est-à-dire la boulimie. On parle des manques de faim, l'anorexie. On parle de cette faim qui nous pousse vers des aliments très sucrés, l'hypoglycémie. On parle aussi de cette faim qu'on ressent peut-être à cette heure-ci de la journée. Et on parle de tout ça, bien sûr, avec quelqu'un qui s'y connaît en la matière, le Dr Albert. Souvenez-vous du commercial, lui, il connaît ça. Ouais. Il avait le goût de dire ça, ouais, mais je ne l'ai pas dit. Mais là, c'était pas à la fin, c'était à la soif, là, cette fois-là. C'est gouttes d'eau qu'il fallait prendre sur le verre si on a soif, parce qu'il y a dedans, ça assèche, ça donne la soif. Mais la faim, c'est bien important, ça fait partie de notre cerveau. Ça fait partie d'une zone du cerveau, le centre de la faim, qui est situé dans le thalamus. C'est un beau nom, ça, retenez ça, le thalamus. On vous parlera des lidos, vous direz le thalamus, puis là, il va arrêter de vous vendre. Le thalamus, c'est un noyau, non? Non, on appelle ça, quand quelqu'un nous parle de quelque chose, on dit un autre mot qui crée une diversion. L'autre oublie son idée. Ah bon? Ça fait qu'on voit la réalité apparaître. Okay. C'est un truc de magie. Donc, le cerveau, c'est lui qui sait si on a faim ou pas. Mais c'est un réflexe qu'on doit conditionner. En d'autres mots, on conditionne ça par un jeûne. On sent, à un moment donné, la faim après 4-5 heures de jeûne. Il y en a qui ont trop de réserve, ça peut être 12 heures. Et là, on peut maîtriser ce réflexe-là. On dit que la faim devient consciente. Mais il y en a beaucoup qui les ont altérés, ce simple réflexe nerveux-là. Et c'est ce que je veux leur expliquer aujourd'hui. C'est quoi des faims altérées, des faims transformées et faussées? Des fausses faims. Fausses faims. Vous? Faut bien comprendre la faim, par exemple. C'est quoi la faim? La faim, c'est le besoin de manger. C'est pas le besoin d'avoir un bec. C'est pas le besoin d'avoir un coup de téléphone, quelqu'un nous sorte. C'est pas le besoin de satisfaire une frustration à table. Non, non, c'est de la faim, là. C'est j'ai faim, et je sais que j'ai faim parce que ça fait 5 heures que j'ai pas mangé puis j'ai travaillé beaucoup. L'appétit, c'est quoi? L'appétit, c'est les sens. C'est plus le cerveau qui dit un besoin, c'est les sens. C'est le goût, l'odeur qui rendent le fait de manger plaisant. Hein? Même avec qui on le mange, la conversation qu'on tient, ça donne de l'appétit. Il y a des gens, on va manger avec, c'est pas appétissant. Si on mange avec des gens qui ont faim, puis en plus qui ont de l'appétit, on retrouve de l'appétit. On va voir ça, les petits-enfants, quand ils mangent 3-4 ensemble, puis il y en a une couple qui ont de l'appétit, qui ont faim, les autres suivent tout de suite. C'est des méthodes à table. La première altération, je pense, qui a été bien popularisée, c'est l'anorexie. Dans le fond, ne pas avoir faim, parce que c'est un mot grec qui veut dire ça, on peut ne pas avoir faim parce qu'on vient de manger, donc ça, c'est une anorexie normale. On peut ne pas avoir faim parce qu'on a l'estomac irrité, puis le foie engorgé, puis on est constipé, on est plein de d'autres choses. Donc, on n'a pas envie d'entrer des aliments, on est plein d'autres choses, oui, qui devraient sortir plus bas. L'anorexie aussi, ça peut être tout simplement un écœurement. Ça peut être des enfants, tout ce qu'ils ont vu à table, c'est des chicanes avec les parents, des discussions, La table est devenue un milieu négatif. On mange plus à table. Ou la table a une chose qui n'est jamais apparue dans le régime de vie d'une famille, parce que les gens mangent jamais à table, chacun vient grignoter dans l'armoire au garde-manger. L'anorexie peut avoir des causes comme ça. Mais il parle des intoxications, donc, et des mauvaises habitudes de discussion. L'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est normalement le réflexe qui déclenche le besoin de manger. Donc, quand on est en baisse de sucre dans le sang par le travail, on sent la faim apparaître. Et si ça fait 4 heures, on s'assoit à table et on mange pas juste du sucre, même si c'est le sucre qui dit le réflexe. On va manger des protéines de légumes, de viande, on va manger des minéraux, des protéines de légumes, de viande, de fruits, de pâtes alimentaires. On va manger des huiles aussi, qui sont présentes dans les céréales ou dans les pâtes alimentaires, et de la viande animale qui peut contenir un peu de gras. On va aller chercher des aliments variés. Sauf que l'hypoglycémique, quand il a faim, lui, il a assez faim qu'il va au plus vite. Donc, il va au plus vite. Ce qui va ôter la faim le plus vite, c'est du sucre. Puis là, il se déconditionne à un réflexe d'éducation normale, puis finit par essayer de vivre au sucre. Et le manque de sucre finit par créer des sécrétions d'adrénaline épouvantables aux hormones surrénales. Ça agit sur le système nerveux, ils ont des tremblements, mal à la tête ou autre. Donc, c'est des gens à rééduquer à l'alimentation. Les boulimiques, c'est une autre sorte d'altération de la faim. C'est des gens, dans le fond, si on traduit ça en français, qui ont tout le temps faim.
Puis au lieu de se poser la question, est-ce que j'ai tout le temps faim parce que ce que je mange n'est pas nourrissant, c'est juste de quoi qui me bourre, ou est-ce que j'ai tout le temps faim parce qu'en réalité, j'ai des problèmes émotifs, j'ai eu des difficultés, je sais pas moi, sexuelles en bas âge, des changements, de la violence, est-ce que j'ai des peurs qui habitent en moi qui sont pas des autres? Comment dire, il y a des raisons. Il y a des raisons, il y a des non-raisons, je dirais. Il y a des émotions, parce que des émotions ne sont pas des raisons. Il y a des non-raisons, il y a des émotions, et c'est pas la table qui devrait satisfaire. On devrait toujours avoir la discipline, comme on l'a montré, 3 repas par jour. Il y a des altérations chimiques aussi. Il y a des gens qui ont un goût fou du sel. Ils salent le pomme, ils salent leur orange, ils salent même le dessert, je pense. Ces gens-là, c'est normal qu'ils sentent ce goût-là. Mais c'est un signe que l'organisme demande des minéraux. Et l'erreur qu'ils font, c'est de faire comme minéraux que du sodium. Alors qu'il faudrait prendre du potassium, du phosphore, du calcium, du magnésium en mangeant des légumes variés. C'est là qu'on lui fait de la soupe aux légumes. Il y a aussi ceux qui cherchent des odeurs. Ça fait partie du réflexe qui stimule le cerveau. Bien, les enfants arrêtables, il n'y a rien qui s'est cuisiné dans la maison. Ça sent la peinture fraîche ou ça sent le parfum de maman ou la lotion pré-barbe. Ça sent le sandwich au jambon. Il n'y a pas de parfum qui amène la salivation. L'enfant va mal digérer. Il va dire « Ah, j'ai pas faim ». Il va laisser ça de côté. Il y a les couleurs aussi. Pas pour rien que dans la restauration, quand on s'est allié psychologue, on a mis du rouge. Ça excite le fait de manger du rouge. Si on met du jaune, ça donne mal au cœur. Mais les gens qui respectent votre faim vont mettre du vert pâle, du pourpre, parce que c'est des couleurs santé. Et là, c'est ta sensation que tu sens, et non celle provoquée par la couleur rouge vif. Il y a les aigreurs, il y en a qui vont manger tout mariné, du vinaigre, du ketchup partout. C'est que dans le fond, ils cherchent une meilleure extraction de minéraux de leur alimentation. C'est des gens qui manquent de piquant dans leur vie. Ils vont chercher du piquant, ça extrait les minéraux. Et il y a les amers, recherche de salade ou autre, ça stimule la faim et l'appétit. Finalement, dernière altération, le repas qui n'est pas fait. C'est-à-dire, le repas est toujours un sujet de dispute, la chicane, ça peut être une altération de toute l'éducation alimentaire. D'ailleurs, c'est interdit chez nous de parler politique durant les repas. Oui, c'est la principale maladie. Ça soit une fête. D'abord, ça règle rien. Merci, Dr. Albert. Ça règle rien, non, certain. Vous pouvez venir nous rencontrer. Vous n'avez qu'à composer immédiatement le 495-6888 et faire vos réservations. On va aller rejoindre le public qui est avec nous, entre autres Madame qui va absolument... Des petites altérations déjà qui existent. Peut-être des petites altérations? Ouais. Bonjour. Bonjour. Moi, je me suis rendu compte que je souffrais de boulimie. Aussitôt que je touche au sucre, je développe des problèmes physiques terribles et des obsessions mentales qui ne cessent pas. Je veux savoir ce qui m'arrive. Est-ce qu'il y a une thérapie qui existe qui pourrait m'aider à m'en sortir? D'abord, vous souffrez de boulimie. Je vais dire non. Vous manifestez de la boulimie parce que vous souffrez d'une instabilité émotionnelle qui date peut-être d'une période d'inconscience en bas âge. 8 ans, 15 ans, là. Et il faudrait peut-être que quelqu'un, par la psychanalyse, la psychologie, retourne avec vous en régression, puis examine où, là, vos émotions ont accroché, là où vous ne vous êtes pas pardonné, où vous n'avez pas pardonné. Puis là, vous faites une progression après ça. Il n'y a pas de thérapie de groupe qu'on peut aller? Oui, parce que ça amène justement ça en évidence. Mais c'est dirigé par un psychiatre ou un psychologue habituellement. Si vous demandez à la Corporation des psychologues, ils vont pouvoir vous diriger. OK, on va de ce côté-ci avec monsieur. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour. Mon garçon, il a 11 mois. Oui. Il a un très bon appétit. Il n'arrête pas de lui-même. C'est-à-dire que c'est nous qui devons l'arrêter. Parce que quand on le lève de table, il y a une bonne bedaine à ce moment-là. Oui, votre bébé, si je remarque, c'est un enfant assez tranquille et il écoute. Hein, il vous écoutait parler, là, il regarde un peu le micro. C'est ce qu'on appelle le bébé de type auditif. Lui, manger, c'est un plaisir extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de goût, cet enfant-là. Il aime beaucoup la musique, probablement. Beaucoup plus les mots que même le rythme. Donc, c'est un enfant, on calcule, il a bien mangé, c'est sûr qu'on reste sur sa faim. Il y avait des bonnes proportions, ça a été varié. On passe au repas suivant. Il va l'accepter sans hurler aussi. Puis on ajoute du jeu dans son environnement. Madame? Moi, il arrive des temps où j'ai vraiment pas faim. À ce moment-là, je voudrais savoir pourquoi et qu'est-ce que je suis mieux de faire, manger pareil ou tout simplement sauter un repas. OK. Vous pouvez, à ce moment-là, sauter un repas, vous gardez à jeun, mais allez pas altérer en disant 2 heures après, bien là, je vais prendre un petit jus, un petit biscuit. Vous dites, je reste à jeun jusqu'au souper, je ne dîne pas. Pour vous asseoir à table et prendre un repas complet. Le danger, c'est de dire, j'ai pas faim à midi. Souvent, comme petite fille, des fois, on n'a pas faim à midi. Mais quand le dessert arrive, une demi-heure après, là, tout d'un coup, on en mangerait. Je sais pas si c'était comme ça dans votre éducation. Moi,
peut-être un peu, là, mais maintenant, ce qui arrive, c'est souvent le soir que j'ai pas faim au souper. Puis je mange rarement l'après-midi ou dans la soirée. L'appétit au souper est un reflet du dîner. Mangez-vous beaucoup gras le midi? Non. Non. Jamais de gras pratiquement. Il faut surveiller le gras à ce moment-là. Bien, baisse un peu le volume du dîner pour vous garder un plus haut niveau de faim au souper. Parce que souvent, vous mangez en compagnie au souper, puis souvent seul le midi. OK? Ça? Parfait. Alors, le docteur Albert, ben, vous pouvez l'entendre tous les après-midi sur les ondes de CJRP si vous êtes à Québec ou encore CJMS si vous êtes à Montréal. On s'interrompt le temps d'une toute petite pause. Je pense que ça va être l'objet de la chronique Un bon départ, docteur Albert. Est-ce que c'est suffisant, si moi je mange comme il faut, que mes enfants décident de manger comme il faut? Si on respecte probablement toutes les lois qui amènent à avoir faim et de l'appétit au repas, l'exemple va être là, mais pas juste pour ce que l'on mange. Il y a toute une... L'enfant n'accepte pas ce qu'il ne sent pas. Donc, il faut éveiller ses sens. Ses sens vont éveiller un peu de souffrance, un besoin, une demande. Et si on lui montre comment on remplit bien cette demande-là, et petit à petit, on lui apprend, lui, à satisfaire, là, ça va être vrai que l'exemple. Mais je le mets en dernier de tout. Parce que l'exemple est peut-être le plus important, mais il vient en dernier. Ah bon? Oui. La première chose qui vient, pour avoir faim à table, un enfant doit être éduqué au jeûne. C'est pas moderne, ben gros. Éduquer un enfant Non. au sacrifice, c'est Vous pas voyez beaucoup. venir, Hein? c'est Non. plusieurs heures sans manger. Oui, c'est ça. Sans boire de quoi qui nourrit, un liquide nourrissant. Il faut qu'ils boivent de l'eau. Là, ça va. Donc, respecter le jeûne qui va donner la faim, le sens. La faim va évidemment amener maman ou papa à s'occuper de la préparation. On met la table. Vous savez que le chien de Pavlov répondait à la cloche qui sonnait. Mais si l'enfant entend les assiettes se mettre, les ustensiles, puis par le jeûne, il sent la faim, il va commencer à venir tourner alentour. Évidemment, il ne regardera pas d'un chaudron comme papa fait, là. Tu sais, lève le couvert. Mais si vous avez cuisiné moindrement une bonne soupe aux légumes avec des herbes là, qui donnent une vapeur, ça va toucher son nez. Le bruit va toucher ses oreilles. Hein? Et là, le mouvement dans la maison, là, il va entendre là, le son là-bas, puis l'émission du docteur Albert finit à 4h30, 5h. Le souper doit être proche. Hein? Ouais. Là, il va y avoir une bonne tranche de tomates rouges dans l'assiette. Il va y avoir une belle tranche de concombre blanc. Il va y avoir des beaux bâtons de carottes oranges, un bâton vert de céleri, une petite feuille de laitue, une pièce de poisson là, qui est parfumée avec du citron puis du persil, échalote. Le petit a l'eau à la bouche. Il veut manger. Là, on a stimulé la vue en plus. Hein? Puis, en plus, il voit que sa mère est bien contente de voir que les enfants ont faim. J'ai faim, maman. Oui, mais moi en plus, j'en veux de tout. C'est vrai qu'on est content. Là, les parents vont être de bonne humeur. Là, le père va profiter pour dire c'est parce que j'ai aidé à ta mère que c'est beau de même sa table. Si c'est vrai, la mère va continuer à sourire. Si c'est faux, elle va se choquer. Les enfants vont perdre l'appétit. L'exemple ne sera pas là. Donc, c'est ça. Respecter le jeûne, cuisiner avant pour mettre l'odorat, l'odeur, ainsi de suite. Mettre une variété de couleurs dans l'assiette de bons aliments comme la nature nous les donne, au lieu de toutes les colorer au ketchup rouge. Être de bonne humeur parce qu'on a collaboré tout le monde. Et l'exemple, on s'assoit à table, l'enfant va rester 20 minutes à table. Comme au lit, quand on est bien, on est prêt à rester 8 heures. Hein? Il va rester 20 minutes. Avec tout ça, on a quasiment hâte de finir pour aller s'asseoir à table. Si on respecte tout ça, bien sûr. Il est bourré de conseils comme ceux-là. Puis il y en a même un autre, son conseil du jour. Faites de vos repas une bénédiction d'en haut et une fête pour la santé ici-bas. Gardez vos discussions orageuses pour après la digestion. Le moment est venu d'écouter ensemble la question de santé de France Gosselin. Bonjour, France. Bonjour, docteur Albert. Je vous laisse poser vos questions. On va reviser un peu le bilan. Puis après, je vais faire un peu comme la cartomancie. Je vais lire là-dedans en parlant de vous comme une femme active, vivante et biologique. D'accord. Puis vous direz oui ou non, toi, fois, je dis de quoi de faux ou de quoi de vrai. OK. La première question, j'aimerais savoir comment faire pour avoir de l'énergie, mais l'accumuler aussi. Pour en rendre service aux autres. Oui, pour qu'il m'en OK. reste un petit peu à moi aussi. La deuxième question, j'ai fait 2 maladies, une hépatite puis l'endométriose.
On appelle ça des maladies du gros intestin. Je voudrais savoir si ça vaudrait la peine de faire un nettoyage à ce niveau-là. Oui, ben, c'est deux bonnes questions aussi. On va regarder votre bilan, puis je vais y arriver à répondre. Donc, si on regarde un petit peu autour des circonstances de votre naissance, vous avez eu une exsanguinotransfusion à cause d'une jaunisse. Bon, il est certain que là, on a sollicité un peu toute votre foie. 11 ans, génou-valgum. Génou-valgum, c'est les genoux qui pointent en dedans, là, pour expliquer aux gens qui parlent. Souvent, ça vient avec une cheville aussi qui est en valgus. 12 ans, déjà, problème d'obésité chez vous. 14 à 30 ans, ben, de l'anémie, des maux de ventre. 22 ans, de l'allergie amygdalique. 25 ans, une hépatite. Vous m'ajoutiez aussi que vous aviez oublié de dire que vous avez attrapé la shigellose à un moment donné en voyage dans le sud. Oui. Shigellose, salmonella ou paratyphoïde, là, c'est à peu près pareil. 29 ans, laparoscopie. On remarque que vous faites de l'endométriose. On dit, bon, on enlève l'utérus. Vous n'avez pas eu le temps d'avoir de bébé. Non. Ça vous a fait de la peine un peu? Pas tellement. Pas tellement, OK. Votre nature, là, le prévoyait pas. OK. Oui. Ça enlève une frustration. Opération pour le nerf fémoro-cutané, c'est parce que vous aviez un problème dans la cuisse à ce moment-là, la hanche? Dû à la grande opération. Dû à la grande opération. Oui. OK. Quand on regarde votre bilan, France, oui. Je peux tout de suite presque affirmer qu'il n'y avait pas beaucoup de fibres dans votre diète, venant des légumes, de céréales complètes ou de fruits, parce que les maux de ventre puis de l'anémie, là, ça signifie très pauvre en végétaux, la diète, et en crudité. Okay. Donc, parce que vous aviez faim sûrement, donc il devait y avoir beaucoup plus de farine blanche, de sucre, de viande, des bons gros mets canadiens de temps en temps. Mais de vous dire, bon oui, mais ta mère t'a fait manger, ta mère va maillir au bout. Mais non, c'était ça la mode dans ce temps-là. C'était la mode. Mais il y a un autre problème qui s'ajoute, le génou-valgum. Comme pédiatre, je vois ça souvent. C'est ta cheville aussi qui était penchant dedans. Comme fille, tu marchais puis tu avais beaucoup de fatigue. Donc, tu disais, comment ça fait ça? Mes amis, eux autres, ils marchent, ils sortent, ils courent, puis ils ne fatiguent pas jamais. Moi, quand je marche, j'ai mal aux jambes le soir, j'ai une fatigue du dos le soir. Vous n'avez pas mal au dos à ce moment-là, c'était plutôt de la fatigue. Donc, vous vous restreignez à dire, je suis trop fatigué pour bouger, je suis trop fatigué pour ci. Donc, pour compenser ce manque d'activité physique-là, ben, vous mangez des bons repas comme pour vous consoler de cette perte de vigueur-là due à un trouble de démarche. Donc, ça vous a amené à 12 ans à être facilement obèse parce que les sports qui auraient demandé de la marche, d'être habile sur vos deux pieds, entre 8 ans et 12 ans, c'était pas facile pour vous. Êtes-vous gauchère en plus? Non, droitière. Vous êtes droitière, puis quand vous faites un clin d'œil, comment vous le faites? Comme ça. Comme ça, OK. Vous êtes droitière de l'œil. Parfait. Donc, vous êtes une vraie droitière. Donc, manque de fibres, maux de ventre, il y a sûrement eu un retard d'élimination des selles là, de la constipation. Non, jamais. Jamais. Mais pas beaucoup de fibres et des maux de ventre. Donc, il va y avoir une inflammation dans le gros intestin. L'allergie témoigne congestion du foie, les amygdalites aussi. Et finalement, le foie affaibli à cause de ces toxines-là, vous faites une hépatite, un virus prend le dessus, ce qui va vous enlever une capacité d'utiliser la vitamine A. Et cette intoxication-là, personne ne vous la règle. Vous faites de l'endométriose, vos cellules se détachent. Donc, quand vous me posez la question, je devrais-tu faire un bon nettoyage? Ah oui, vous devriez. Avec de l'eau tiède, souvent, puis vous mettre à des repas avec beaucoup de fibres. Même prendre des herbes fibres en plus, prendre des choses qui s'appellent des fibres. Manger au point où vous en maigrissez. Mais il ne faut pas mal vous faire maigrir parce que vous avez dû l'essayer. Hein? Oui. Bon, il ne faut pas vous faire mal maigrir. Comment est-ce qu'on fait pour prendre beaucoup de fibres qui vont faire aller l'intestin, qui vont enlever la rétention d'eau sans mal vous nourrir? C'est que vous vous faites des extraits de légumes frais et de fruits frais que vous buvez régulièrement, coupés avec de l'eau. Donc, vous ne vous dénutrirez pas. Et vous ne touchez pas trop à tout ce qui est farine blanche, sucre, viande de bœuf. Vous en tenez un peu de poisson, quelques amandes qui ont beaucoup de fibres. Et puis là, votre état de santé, votre poids va baisser, votre vigueur va augmenter. Et surveillez pour voir si votre posture, pieds, genoux et dos sont corrects par quelqu'un qui vous fait l'équilibration. Oui, c'est fait ça. On vous remercie. C'est un petit peu tout le temps qu'on avait. Je pense que vous avez une vue d'ensemble. Maintenant, cherchons les bons thérapeutes. D'accord. Ça va? Merci Pour beaucoup. son clin d'œil fait à la télévision, Mme Gosselin repart avec un abonnement d'1 an à la revue Vivre. Et permettez-moi de vous rappeler l'adresse pour écrire vos questions au Dr Albert. Dr Albert, casier postal 38, Place du Parc, Montréal, Québec, H2W 2M9.
Docteur Albert, j'aimerais rappeler ou dire aux gens que ce ne sera pas la seule semaine où on va parler d'alimentation. Comme c'est pratiquement 50 de notre vie, l'alimentation. Non, dans les semaines à venir, on va parler, comme la semaine qui vient, parler du gras, des huiles dans notre diète, comment mieux choisir. L'autre semaine, à la suite, on va parler des sucres. C'est quoi des sucres dans notre diète? Les bons hydrates sucres, de carbone, les les bons, sucres. D'autres qui sont bons à notre goût, mais peut-être moins bons pour notre santé. D'accord. Mais qui sont bons de goûter de temps en temps. La troisième semaine, on va parler des fibres. Ça confond beaucoup les gens. C'est quoi des fibres? Qu'est-ce que ça a à faire? Ça nourrit pas des fibres. Ça nettoie un intestin, comme on le disait avec France. Donc, on éclaircit tout ça. Puis si les vidéos marchent, bien, tant mieux. Ça sera parce que les gens pourront le réécouter. C'est vrai que c'est compliqué des fois d'avoir ce qu'on appelle un lavage de cerveau où on donne ça brusquement. Mais sur 5 jours, je pense que les gens vont en assimiler plus. Docteur Albert, la lettre d'aujourd'hui est une question de constipation. Une dame âgée, en fait, elle se dit âgée, elle se demande si pour régler son problème de constipation, des tisanes tous les 2 jours, ça peut l'aider. Ensuite, elle parle de c'est bon de manger une pomme, 3 pruneaux, morceaux d'orange, après avoir pris un verre d'eau ou des jus de fruits environ 1 heure après avoir mangé. En fait, c'est un petit peu... En fait, cette dame-là a compris, a trouvé des moyens qui font fonctionner l'intestin. De l'eau chaude, déjà, va régler. Si on ajoute une herbe, évidemment, dans l'eau chaude, il y a des herbes stimulantes, il faut faire attention, puis il y a des herbes en tisane qui sont ralentissantes. Donc, il faudrait bien vous informer de quelqu'un qui connaît les plantes, la phytothérapie. L'autre chose, pruneaux, pommes, oui, c'est excellent parce que ça amène beaucoup de fibres, d'eau et ainsi de suite, des minéraux qui vont stimuler votre intestin. Mais il y a l'activité physique aussi, qui est bien important, et la régularité. Si vous avez souffert de constipation, ça prend 8 mois d'éducation au gros intestin pour reprendre une habitude régulière de 1 à 3 fois par jour. Donc, patience à cette grand-maman et un peu d'activité. De la marche. Alors, merci. Au revoir, à demain. Journaliste d'une chronique au Journal de Montréal et profondément aimé par ses lecteurs et lectrices, dimanche 18h au Carnet de Louise, retrouvez pour la première fois en confidence la célèbre courriériste Solange Harvey. Dans un instant, Action-réaction avec Pierre Lalonde. En collaboration avec Shaklee, le chef de file en supplément alimentaire, Télévision 4 saisons vous a présenté Dr Albert.